Donc, je m'appelle Frédéric Cabestre. Je me présente la plupart du temps comme un artisan du logiciel qui est amateur de langage et de programmation fonctionnelle depuis extrêmement longtemps, bien avant que ça soit à la mode. Et aussi très attiré par tout ce qui est système et surtout si c'est distribué. Donc a priori, pour la session d'aujourd'hui, du coup j'ai aucune légitimité là-dessus. Je travaille actuellement dans une société qui s'appelle EasyMile, qui produit ça. C'est un minibus électrique et autonome. Alors la société a aussi vocation à faire de l'autonomisation de plein de choses, hein, d'autres véhicules, pas seulement le nôtre, ça va dépendre. Ça va être au gré des partenariats et des rencontres. Alors, le truc, c'est que apparemment j'ai le chic pour choisir des titres de présentation foireux. Limite, celui-là, j'aurais peut-être dû l'appeler Voyage au bout de l'ennui plutôt que Voyage au pays de Let's Encrypt. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce genre de talk-là est venu du fait que tout au long de ma carrière, je me suis confronté déjà, moi, à de gros problèmes avec ce qu'on appelle les public key infrastructures, les infrastructures à clé publique. Et puis que tout ce que j'ai appris, finalement j'ai été amené à le réexpliquer au fil du temps, parce que tout le monde se plante, tout le monde se perd dans les méandres de ce pays de Let's Encrypt, de Public Key Infrastructure. Donc aujourd'hui, ce dont on va parler, c'est pas de SSL, de TLS ou de choses comme ça, mais uniquement d'infrastructures à clé publique et tout ce qui est afférent. On va dire donc tout ce qui est autorité de certification, certificat, chiffrement asymétrique et plein d'autres choses. Alors justement, on va commencer par la base, le point de départ, chiffrement asymétrique. Je dis bien chiffrement, pas encryption, s'il vous plaît. Hein, s'il vous plaît, je vous en prie, ne dites plus jamais encryption, ça me fait mal, à chaque fois il y a un chaton qui meurt sur Internet. Donc, chiffrement asymétrique, c'est basé sur quoi? Alors d'abord, c'est apparu quand? C'est relativement récent. C'est quelque chose qui a été pondu par deux chercheurs en 1976 à peu près, par Diffie et Hellman, et ça a été vraiment mis en pratique en 1978 par Rivest, Shamir et Adelman. L'idée c'est quoi? C'est basé sur deux clés distinctes, et ces deux clés sont liées mathématiquement. Des propriétés mathématiques qui font que l'une et l'autre ont quelque chose en commun. Mais ce qu'elles ont en commun ne permet pas de déduire l'une de l'autre. Et ça, c'est les deux propriétés fondamentales en fait, qui vont faire que ça va nous être utile. Une de ces clés, on va l'appeler la clé privée, et l'autre la clé publique. Alors pourquoi privée et publique? Vous vous doutez bien que la clé privée, ça veut dire que c'est une clé qu'il va falloir garder jalousement, cachée, et ne pas la divulguer. Alors que l'autre, allez-y, vous pouvez l'envoyer tant que vous voulez sur Internet et que ça fasse le tour, ça sera très bien. Au contraire, c'est justement son intérêt. Donc là aussi, s'il vous plaît, pitié, les clés privées, pas dans GitHub, pas dans une image Docker, et j'en ai vu. Évitez. C'est vraiment le truc important, c'est le Shazam, c'est la clé de voûte de tout le système. Chiffrement symétrique, ça marche comment? Eh bien, si j'ai un texte clair, ce texte-là, je peux appliquer dessus un algorithme de chiffrement asymétrique qui va s'appuyer sur la clé privée ou publique, peu importe, et ça va me donner un texte chiffré. Si je veux récupérer le texte clair original, eh bien, je réapplique un algorithme de déchiffrement en l'occurrence, avec la clé dual. D'accord? Si je ne fais pas ça, qu'est-ce qui va se passer? À l'aller, j'aurai un texte chiffré, et au retour, j'aurai que dalle. J'aurai un truc juste incompréhensible. On applique toujours la clé dual de la clé utilisée à l'aller. Premier point important. Alors, ce chiffrement asymétrique, qu'est-ce qu'il nous apporte? Il apporte le fait que ça résout un vieux problème en cryptographie, c'est le problème de distribution de clés. Parce qu'effectivement, il y en a une que je vais garder précieusement, jalousement, très important ça, et une autre que je vais pouvoir diffuser. Et c'est grâce à cet échange qui va être fait qu'on va pouvoir mettre en place du chiffrement qui malheureusement est très lent. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que le chiffrement asymétrique n'est pas un chiffrement qui va être utile pour des gros flux de données. On ne va pas chiffrer un disque avec ça. On ne va pas chiffrer des streams de vidéos ou quoi que ce soit avec ça. En revanche, cette propriété d'asymétrie, elle va être super intéressante pour faire de la signature. C'est-à-dire pour pouvoir prouver une identité.
Des algos classiques que vous avez rencontrés ou que vous allez rencontrer, j'en sais rien. C'est par exemple Digital Signature Algorithm, DSA, RSA, du nom des inventeurs Rivest, Shamir et Adelman, ceux dont je parlais tout à l'heure, hein, 78, ce truc-là. Beaucoup plus récemment, sur des propriétés thématiques un peu plus récentes, DSA sur courbe elliptique. Donc je disais, l'intérêt du chiffrement asymétrique, c'est de pouvoir faire de la signature. C'est un des usages qui va être vraiment très intéressant. Si j'ai Alice qui veut envoyer un texte à Bob et assurer que ce texte, c'est bien elle qui l'a écrit, le prouver, vraiment. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va prendre une empreinte de ce texte, avec un algorithme de hash quelconque, SHA, 256, 1, même MD5 si vous voulez, enfin, à éviter quand même. Et puis, elle va chiffrer cette empreinte avec sa clé privée. Alors, je vous rappelle, encore une fois, le truc jalousement gardé que seule Alice est censée posséder. Donc, comme c'est seulement elle qui est censée le posséder, ça veut dire que normalement, cet acte de chiffrer cette empreinte, il y a qu'elle qui a pu le faire. Du coup, elle envoie tout ça à Bob, qui va récupérer le texte et qui va faire un petit peu la démarche inverse. C'est-à-dire qu'il va calculer le hash du texte, enfin l'empreinte du texte, et vérifier si, en appliquant la clé publique de Alice, il arrive au même résultat. Si c'est bien le cas, la signature est validée. Donc on est bien sûr, Bob est bien sûr que c'est Alice qui a envoyé ce texte, c'est bien elle qui l'a écrit. Parce qu'encore une fois, clé de voûte de l'histoire, la clé privée, il n'y a qu'Alice qui peut l'utiliser puisqu'il n'y a qu'elle qui l'a. Elle ne la laisse pas traîner n'importe où. Alors que l'autre, n'importe qui peut s'en servir pour vérifier la signature d'Alice. Alors, les clés publiques, c'est bien, mais ça vient un peu nu. Ça ne permet pas de faire grand-chose. Et ce qu'on fait, c'est qu'on va, pour les diffuser, les enrober d'un certain nombre d'informations. Alors, tout d'abord, on va les associer à un sujet. Je disais tout à l'heure, Alice a une clé publique. On va associer au sein du certificat une clé publique au nom de Alice. On va rajouter un certain nombre de métadonnées, on va voir lesquelles après. Et puis, on va signer numériquement ce certificat. Encore une étape supplémentaire. Alors, signer exactement par le même type de processus que celui que je présentais juste avant. Ça suit une norme, le certificat. Donc il y a une norme initiale qui s'appelle X509 qui est, on va dire, un peu ambiguë, un peu chevelue, un peu, voilà, difficile à suivre. Et puis quelque chose qui a été rationalisé par l'IETF, qui est l'RFC 5280, qui est encore un petit peu difficile à suivre des fois. Un certificat, c'est décrit dans une notation qui s'appelle ASN1. Bon, ça c'est technique. Normalement, quand on s'en sert, on s'en préoccupe pas. C'est plus pour la culture, on va dire. Donc ASN1, si vous connaissez Protobuf, Thrift, Avro, et ainsi de suite, ça en est l'ancêtre. C'est-à-dire c'est quelque chose qui permet de décrire une structure indépendamment de la machine sur laquelle on se trouve et de la façon d'échanger cette structure de données. Évidemment, comme on veut pouvoir échanger ce qui est décrit en ASN1, donc particulièrement le certificat, on va avoir besoin de façon de sérialiser ça, d'encodage. Alors il y en a deux que vous allez être amené à rencontrer si vous utilisez des certificats, c'est DER et PEM. DER c'est le Distinguished Encoding Rules, et PEM c'est Privacy Enhanced Mail, je crois que ça veut dire, cet acronyme. Bon, la plupart du temps évidemment on s'arrête à DER et PEM. Alors DER c'est quoi? C'est un format binaire, donc ça donne ça. Pas très lisible et exploitable. Ça, par contre, PEM, des fois, quand on tombe sur des fichiers, on les ouvre, on tombe sur ça, on se dit « Ah tiens, ça c'est un certificat ». Ouais, évidemment, c'est un certificat. Il y a un suffixe et un préfixe qui nous l'indiquent, et tout ce qu'il y a au milieu, c'est juste ce qu'on a vu juste avant, codé en base 64. Alors, pas très utile, enfin difficile à lire et à déchiffrer ça, donc on va utiliser le couteau suisse de la crypto, qui est OpenSSL, le truc qui, par ses sous-commandes, est éminemment utile dès qu'on commence à bricoler massivement avec des certificats et de la cryptographie. Typiquement, il y a une sous-commande d'OpenSSL qui est X509, qui permet d'afficher ce qu'on a vu juste avant en clair, en lisible, en exploitable et en analysable par nous.
ça permet aussi de faire des conversions d'un format à l'autre. On va pouvoir passer du DER au PEM et vice-versa, autant qu'on en a besoin. Donc ça c'est un certificat, on va dire, lisible. C'est exactement ce que vous avez juste avant, les deux affichages juste avant, mais convertis en lisible. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On retrouve tout ce que j'ai dit tout à l'heure, qu'on va avoir dans un certificat. On a le sujet, qui est exprimé ici, par un command name. Ce sujet, en l'occurrence, c'est un nom de domaine, devfest.cabestre.fr. On a la clé publique associée, elle est dans le certificat, et ici on a toutes les propriétés qui décrivent cette clé. La nature de l'algorithme, donc voilà, en l'occurrence c'est RSA, la longueur de la clé, le modulus, le module, qui est une des propriétés de la clé, et son exposant. Si on avait ici une clé sur courbe elliptique, il y aurait d'autres propriétés qui seraient affichées. Et puis les métadonnées, je disais. Alors première métadonnée qui va bien, c'est la validité de certificat. Là, ce certificat-là, il a été créé, il est disponible, pas avant le 3 septembre 2017, il ne sera pas utilisable 90 jours plus tard, pas après le 2 décembre 2017. C'est une première métadonnée fondamentale pour savoir juste combien de temps ce certificat pourra servir tel quel. Il y a aussi, autre métadonnée, tout à l'heure je disais qu'il y a de la signature, le certificat doit être signé. Ici, on voit que l'issuer, celui qui a signé ce certificat, c'est Let's Encrypt, le fameux sujet du talk. Autre métadonnée, alors on pagaille, parce que là il y en a plein, je ne vais évidemment pas tout passer, mais c'est des métadonnées qui vont contribuer, enfin qui vont participer à la vérification du certificat, savoir qu'est-ce qu'il permet de faire. Et là typiquement on a l'usage de ce certificat. Alors on voit que ce certificat est associé, alors, encore une fois, qui est associé à une clé privée, c'est la clé privée qui va importer, va permettre de faire de la signature numérique, du chiffrage de clés, et puis, en usage étendu, eh bien, ça va pouvoir contribuer, participer à de l'authentification de clients TLS ou de serveurs TLS. Alors des usages, il y en a d'autres. On en verra un petit peu après, il y a d'autres types d'usages envisageables. Et puis je disais, c'est l'association d'un nom, d'un sujet, à une clé publique. Ici, on a un truc assez important qui s'appelle Subject Alternative Names, donc les noms alternatifs de sujets, qui vont permettre d'étendre cette liste de noms qui sont associés à la clé publique. Bon, ici, j'étends pas grand-chose, puisque c'est exactement le même nom que celui que vous avez juste au-dessus. Il pourrait y en avoir une ribambelle. Et ça va être intéressant pour l'associer à d'autres noms de domaine, par exemple, pour que le même certificat puisse couvrir de nombreux noms de domaine. Et puis, bout de la fin de l'histoire des certificats, eh bien, il y a une signature. C'est-à-dire que l'issuer qu'on a vu de transparent en arrière, qui a signé ce certificat, a produit cette signature. Et on voit que cette signature, c'est une signature qui est faite avec un algorithme RSA, appliqué sur une empreinte faite avec SHA-256, voilà. Et juste en dessous, on a la signature elle-même. Donc on va pouvoir extraire pour pouvoir vérifier que ce certificat était bien produit par celui qui, enfin, signé par celui qui prétend l'avoir fait. Je disais à l'instant que c'est l'association d'un nom, enfin d'une clé publique à un sujet, et on peut aussi imaginer d'introduire la notion de certificat générique. En fait, si on voulait qu'un certificat, que ce certificat soit associé non pas à un domaine bien particulier ou à un nombre de domaines finis, mais carrément à toute une ribambelle de sous-domaines. Par exemple, tout ce qui finit par cabestre.fr. Peu importe ce que je mets devant. Ou alors, tout ce qui commence par dev et puis quelque chose derrière, cabestre.fr. Par contre, il y a des limitations. Typiquement, on ne pourrait pas s'amuser à faire des sous-domaines, on ne pourra pas s'amuser à faire des trucs avec des trous au milieu, et ainsi de suite. Mais ça permet effectivement de résoudre un certain nombre de problèmes et de limitations qu'on a. Alors, à l'instant, on a dit, un certificat serait signé. Oui, d'accord, mais qui est habilité à signer un certificat? Ou quoi? Comment? Ça, c'est le rôle des autorités de certification. Alors, en français, AC, en anglais, CA, Certificate Authority. C'est quoi? C'est des tiers de confiance. C'est-à-dire, c'est des entités qui sont habilitées à signer des certificats et qui vont nous donner confiance en ce certificat. Classique, que vous connaissez. Alors, VeriSign, je crois que vous avez probablement déjà entendu parler. Hidden Trust ou, évidemment, Let's Encrypt. On va y revenir tout à l'heure. Et puis, pourquoi pas vous ou moi? Parce que finalement,
moi aussi, je pourrais très bien monter une autorité de certification. Vous pourriez avoir besoin d'en monter une pour vos besoins au sein de votre société ou de votre asso ou que sais-je. Typiquement, nous, on a fait ça au boulot parce qu'on avait besoin justement de contrôler la signature de certificat pour la distribution de certificats sur différents véhicules. Là, petite variation. Donc ça, c'est un certificat d'autorité de certification. Qu'est-ce qu'on voit dessus? La validité qui est nettement plus longue. Là, on a du 5 ans pour celui-là. On a une petite métadonnée là, qui s'appelle CA, qui nous indique, qui est à true. Ça veut dire que ça, c'est un certificat qui correspond à une autorité de certification. Le nom qui est porté dedans, c'est le nom d'une autorité de certification. Et puis on voit aussi que sur les usages, on peut faire de la signature numérique, on peut faire de la signature de certificat, la différence avec tout à l'heure, où on pouvait faire juste de l'authentification de clients et de serveurs web. Là, on peut faire de la signature de certificat. Et un truc qu'on verra un petit peu plus tard, la signature de CRL. Et puis une dernière chose que je vous demande de juste garder derrière la tête, l'histoire de l'OCSP, il y a une URL là, qui traîne dans le certificat, qui n'est pas anodine et qu'on verra un petit peu plus tard. Alors, on va avoir du coup des chaînes de certificats. C'est-à-dire que mon certificat C3, là, il va être, alors je vais le dire une fois parce qu'après je ne vais pas le répéter, il va être signé par la clé privée d'une entité dont la clé publique est portée par le certificat C4. Tout le monde a suivi? Ouais? Non? Peut-être? Je la refais quand même? Parce qu'encore une fois, ce qui permet de signer, c'est une clé privée qui va permettre de faire une signature. Donc effectivement, mon certificat C3 a été signé par une entité avec sa clé privée. D'accord? Et moi, je pourrais vérifier l'authenticité du certificat C3 en utilisant le certificat de l'autorité en question qui a certifié mon C3, qui est C4. C'est là où je disais tout à l'heure, voyage au bout de l'ennui, c'est là que les ennuis commencent. Et puis ça va partir comme ça enchaîne, c'est-à-dire C2 il peut être signé par C5, enfin signé par C5, signé par la clé privée de C5, qui lui-même signe C4, et puis on continue comme ça, et puis hop, et puis ça remonte, et puis ça peut aller à l'infini. Là on a carrément un problème de régression infinie, parce que si ça doit être toujours signé, on va aller très loin comme ça. Du coup il faut arrêter cette régression, qu'est-ce qu'on fait? On autorise la possibilité d'avoir ce qu'on appelle les certificats auto-signés. Alors encore une fois, certificat auto-signé, en fait, ça veut dire certificat signé par la clé privée qui est portée par le certificat lui-même. Grosso modo, il permet de s'auto-vérifier lui-même. Ça peut poser un problème. On va voir après. Donc le certificat qui est tout en haut de la chaîne, on va appeler ça un certificat racine, root. Donc c'est une autorité de certification racine qui est tout à fait en haut. Et puis ceux du milieu, ça va être des intermédiaires. Les autorités de certification intermédiaires. Et en bout de chaîne, les certificats de base. Et donc on en arrive au problème de confiance. C'est-à-dire que, d'abord, pourquoi est-ce qu'on va faire confiance à quelqu'un qui signe? Pourquoi une autorité de certification, je peux lui faire confiance? Déjà, ça ne va plus être une question technique. Ça va plus être une question de j'ai tel algo de déchiffrement, c'est vachement plus puissant, la clé est plus longue. Non, c'est pas ça. C'est une question de processus. C'est une question de processus humain. C'est une question qui fait que, en fait, je sais qu'une autorité de certification est sérieuse, qu'elle fait ce qu'il faut, qu'elle ne laisse pas traîner sa clé privée sur GitHub, mais au contraire sur un serveur qui est coupé du réseau, qui est quasiment inattaquable, voilà, qu'il y a tout un tas de procédures qui sont mises en place pour s'assurer que ça déconne pas. Et après, comment faire confiance? Comment je fais confiance à un certificat? Eh bien, tout simplement en le récupérant et en l'installant sur mon système dans un trust store, un magasin de confiance. Simplement. Le simple fait que je dise, ok, je vais regarder un certificat, oui, je pense qu'il correspond à une autorité de certification qui signe correctement les choses, ok, je lui fais confiance, je le mets en place. Et du coup, ma fameuse régression de tout à l'heure, mon certificat racine qui traînait là, je le mets dans mon magasin de confiance et je sais que si je retombe dessus, j'y ferai confiance. Qu'est-ce qu'on a comme truc classique? Dans Firefox par exemple, si vous allez dans les préférences, vous avez le Certificate Manager qui va vous lister tous les certificats que Firefox pense être de confiance. Comme par exemple celui de Encrypt. Vous pouvez l'avoir aussi sur votre file system. OpenSSL va avoir un répertoire dans lequel il va y avoir toute une liste de certificats auxquels OpenSSL fait confiance par défaut. S'ils y sont, le système y fait confiance. S'ils n'y sont pas, lors d'une vérification, il pourrait y avoir des problèmes. Alors, qui dit signature et
vérification de ce qu'une autorité de certification va vouloir savoir d'une autre organisation pour signer son certificat. Eh bien, un certificat, ça va se décliner en plusieurs types. Il va pouvoir y avoir de la validation de domaine, c'est-à-dire dire, ok, ce certificat est associé à tel nom. Donc, tout à l'heure, c'était devfest.cabestre.fr. Le type qui me demande de signer le certificat en question, est-ce qu'il est bien derrière ce nom de domaine? Est-ce qu'il contrôle bien devfest.cabestre.fr ou pas? Ça, c'est ce qu'on appelle de la validation de domaine. On va essayer de trouver un moyen de vérifier ça. Il y a la validation d'organisation, c'est le cran au-dessus. C'est-à-dire qu'on va, par exemple, vérifier que celui qui demande la signature est bien une entité commerciale ou une association. Alors, on lui demande un cabis, un que sais-je, ainsi de suite. Et puis il y a encore le niveau au-dessus qui est la validation étendue, où là carrément on va aller enquêter, on va aller téléphoner, rencontrer des gens et vérifier qu'il y a bien des gens sérieux derrière le certificat qu'on nous demande de signer. Comment ça marche une signature? C'est un processus d'aller-retour tout bête. Il y a un client qui veut faire signer son certificat. Il va envoyer une certificate signing request, une demande de signature de certificat à une autorité de certification, qui va faire les contrôles dont on parlait tout à l'heure. Alors le premier contrôle le plus simple, c'est un contrôle du DNS. On va, par exemple, avant, ce qu'on faisait, c'est envoyer un mail à l'administrateur du nom de domaine, qui normalement devrait être mon client. Et une façon de vérifier la validité du nom de domaine. Et puis, éventuellement, on peut faire des vérifications supplémentaires, comme je disais, CABIS, ou service des ressources humaines de l'entreprise, enfin que sais-je, plein de choses. Et au retour, une fois que tout ça s'est vérifié, on dit « Ok, c'est bon, je signe ce certificat et je te le renvoie ». Sauf que, des fois, on peut avoir des certificats qui sont compromis. Alors, encore une fois, ils sont compromis. Ce n'est pas le certificat qui est compromis. C'est le fait que celui qui possède la clé privée dual de la clé publique qui se balade dans le certificat a été assez tarte pour la laisser traîner n'importe où et se la faire piquer. Et du coup, n'importe qui d'autre peut utiliser cette clé et se faire passer pour lui. Du coup, s'il se fait passer pour lui, il est fichu, le certificat ne sert plus à rien. Il ne permet plus de vérifier une signature. On sait que la signature pourrait être contrefaite par quelqu'un d'autre. Du coup, les certificats ayant une durée de validité, plus ou moins longue, on pourrait se retrouver dans la situation où un certificat est valide, ok c'est bien, mais en fait, je ne peux plus m'assurer de rien, parce que peut-être que la clé privée, elle se balade dans la nature. Alors, par exemple, le certificat C1, là, il pourrait être compromis. Pire, un certificat intermédiaire pourrait être compromis, et là du coup en cascade, c'est tous ceux qui sont en dessous qui sont compromis. Ça se traite comment? Ça se traite avec un mécanisme, enfin deux mécanismes. Le premier, c'est ce qu'on appelle les CRL, Certificate Revocation List. Quand on s'aperçoit qu'on a perdu la clé privée, on va contacter son CA, le CA qui a signé notre certificat, et lui dire voilà, j'ai paumé ma clé, mon certificat est compromis. Et lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire ok, très bien, je mets ça sur ma liste de certificats compromis. Et la liste grandit comme ça. Périodiquement, ça va être distribué. Deuxième méthode, c'est ce qu'on appelle OCSP, Online Certificate Status Protocol, ouais, c'est ça. Où en fait, l'autorité de certification, elle va dire, ok, exactement comme tout à l'heure, on va signaler à l'autorité de certification que notre certificat il est un peu parti à volo. Et de la même façon, elle va éditer une CRL. Mais là, par contre, on va pouvoir carrément interroger un serveur qu'on appelle un OCSP Responder auprès de l'autorité de certification pour dire, au fait, ce certificat, est-ce qu'il est valide ou pas? Et ça nous ramène à quelques transparents en arrière, où je vous disais, tiens, gardez à l'esprit, il y avait une histoire, il y avait une métadonnée, un champ qui traînait, OCSP, dans un des certificats qu'on a vu, et qui donnait une URL. C'est l'URL de l'OCSP Responder, de l'autorité de certification qui avait signé ce certificat, et à laquelle je peux aller demander, au fait, ce certificat, il est vraiment valide? D'accord? La validation, ça se passe comment? Alors, il y a plein de choses qui interviennent là-dedans. On a notre autorité de certification qui a signé un certificat, un serveur, un client, et puis notre autorité de certification qui édite périodiquement des CRL, pour ajouter un petit peu de l'information. Et puis, encore une fois, périodiquement, notre client il va importer les CRL de cette autorité de certification. Alors en fait, il va même devoir en importer un paquet, parce qu'il y a un paquet d'autorités de certification dans la nature. Vous avez vu la liste tout à l'heure qu'il y avait
dans Firefox, il y en a long comme le bras. Donc ça voudrait dire que périodiquement, il faudra aller contacter les autorités de certification, récupérer ces CRL, les stocker chez soi, pour pouvoir faire en sorte de quoi? Si mon serveur et mon client commencent à initier une communication de TLS, un handshake TLS, donc HTTPS, disons HTTPS tout simplement, puisqu'on est dans une session web, eh bien le serveur, pour prouver son identité, va envoyer entre autres choses son certificat au client. Le client va faire quoi? Il va dire OK, la date de validité est bonne, super. L'usage, ouais, c'est pour de l'authentification de serveur, super, tout va bien. Il va vérifier un certain nombre d'autres choses comme ça, et puis il va vérifier que ce certificat et toute la chaîne de certificats qui l'ont signé sont valides, que le certificat racine tout à fait en haut est dans son trust store, donc tout va bien, tout est nickel. Et puis dernière chose, il va vérifier que le certificat en question, ou un de ceux qui sont dans la chaîne de certification, n'est pas tombé dans une CRL. Auquel cas, si tout ça s'est passé correctement, le handshake va pouvoir continuer, et peut-être que finalement on se retrouvera avec une connexion sécurisée de type TLS. L'autre option, alors le début c'est la même chose, sauf que l'autorité de certification elle a un OCSP responder, que comme tout à l'heure il y a cet échange de certificats dans le handshake, que comme d'habitude on va vérifier date de validité, blabla, tout ça, et la présence dans le trust store. Et pour terminer, pour vérifier que le certificat n'a pas été révoqué, on va aller interroger directement un OCSP responder. Gros avantage donc de cette méthode-là par rapport à l'autre, on n'est pas obligé de passer son temps à importer des CRL, passer son temps à les mettre en place. C'est voilà, juste ça élimine un souci d'un processus qui est sujet à erreur. Alors je ne dis pas qu'OCSP c'est pas exempt de problème, mais ça dépasse largement le cadre de cette présentation-là, sur laquelle je ne m'étendrai donc pas. Alors, validation. Je reviens à mon couteau suisse de tout à l'heure. La validation, on peut s'amuser à la faire si on a besoin de tester avec OpenSSL. Il y a une sous-commande Verify qui permet de prendre un certificat, qui permet de prendre une chaîne de certificats qui l'ont signé, et qui permet de vérifier que ce certificat est valide, qu'il est dans les bonnes dates, qu'il n'a pas été révoqué. Et même, on peut rajouter un certain nombre de choses. Là, par exemple, je me suis amusé sur cette commande-là, rajouter le purpose, c'est-à-dire vérifier que ce certificat-là permet sert à l'authentification d'un client SSL. Toujours dans le cadre de la validation, toujours OpenSSL, il y a une autre sous-commande qui est vachement sympa, qui s'appelle SClient, qui permet de se connecter comme un client auprès d'un serveur qui prétend faire du TLS, et de vérifier les certificats qui sont produits dans le handshake, et même carrément de les afficher tant qu'à faire, comme ça on peut les examiner. Là je vous invite par exemple, si ça vous amuse, à aller voir celui de GitHub. Si vous tapez cette commande-là, normalement vous allez avoir une palanquée de certificats qui vont apparaître, et vous allez pouvoir regarder en détail comment ça se passe, et vous allez voir à la fin que tout se passe bien, parce que GitHub il a des certificats qui sont correctement signés, heureusement. Et là, on en arrive au cœur de l'histoire. Let's Encrypt, donc toute cette chaîne d'éléments, c'est quoi? D'abord, donc c'est une autorité de certification. On est bien d'accord là-dessus. Donc c'est quelqu'un qui est habilité à signer des certificats et à en établir la validité. Le petit truc différent avec les autorités de certification traditionnelles, où on fait la plupart des choses à la main, et donc c'est galère parce qu'il faut recevoir des mails, il faut aller sur un site web, il faut ainsi de suite. Là, c'est un service en ligne, à proprement parler. Donc il y a une API. Qui dit API, dit possibilité d'automatiser. Et c'est ça qui intéresse. Parce que Let's Encrypt a été créé pourquoi? Simplement pour automatiser la livraison de certificats. Enfin, la signature, on dû dire, de certificats. L'idée derrière tout ça, c'est que avant, on faisait des certificats avec des validités vachement longues, parce que c'était casse-pied d'aller se faire signer un certificat, que des fois on oubliait, notre site, il tombait pas vraiment en rideau, mais du coup on pouvait plus répondre en HTTPS, enfin, galère. Là, avec l'automatisation de la signature, on va pouvoir faire des certificats à durée de vie vachement plus courte,
Donc ça limite les problèmes de révocation qu'il peut y avoir derrière. Hein. Si je fais un certificat de 90 jours, comme c'est le cas par défaut, et comme c'est le cas tout court d'ailleurs pour Let's Encrypt, c'est un truc qui peut pas être tweaké, eh bien ça va limiter un petit peu cette problématique-là. Et puis du coup, je vais pouvoir surtout oublier, quoi. J'automatise, j'oublie, ça va se faire. J'en ai un qui tourne chez moi, ben ouais, voilà, j'y pense plus depuis un sacré bout de temps. Et donc du coup, je vais pas oublier. Il y a quelque chose, il y a un cron qui va le faire pour moi. Let's Encrypt, pour l'instant, ça traite des certificats validés par domaine. Rappelez-vous ce que je disais tout à l'heure, on va juste vérifier que si c'est moi par exemple qui demande une signature, que je suis bien quelqu'un qui contrôle le nom de domaine qui est derrière. Ça ne permet pas de traiter des cas du style validation étendue ou validation d'organisation, pas du tout, et c'est pas le propos. Le propos c'est de populariser et de généraliser l'utilisation de certificats et donc de HTTPS sur le web. Ça ne permet pas non plus de faire des certificats génériques. Le fameux étoile.cavestre.fr de tout à l'heure, niet. Pour l'instant, on ne fait pas. Enfin, je dis bien pour l'instant. Donc, Let's Encrypt, c'est basé sur quoi? C'est basé sur un protocole qui s'appelle ACME. C'est un peu pour ça que j'ai mis aujourd'hui mon magnifique Coyote hein, pour le ACME. Donc, ACME, c'est quoi? C'est Automated Certificate Management Environment. Donc, ça ne fait pas vraiment protocole, ce nom-là, je vous l'accorde. C'est un truc qui a été pondu par l'Internet Security Research Group. Alors c'est une société, alors je ne sais pas quel est l'équivalent en français, c'est une société américaine, dite Public Profit, je ne sais pas exactement à quoi ça correspond en français, en tout cas c'est pas une asso, je ne sais pas trop. Donc ça a été créé en 2013 et le protocole ACME est en cours de normalisation, a été normalisé par l'IETF, qui est l'organisme qui fait les specs et les normalisations de tout ce qui se passe sur Internet. Ce protocole ACME, il a deux implems. Certbot, qui est un client Python. Alors deux implems, pardon. Deux implems de référence. Certbot, qui est un client Python. Et Boulder, qui est un serveur qui est écrit en Go. Et qui est d'ailleurs le serveur qui est juste derrière le service Let's Encrypt, tout simplement. Ça veut dire aussi que ça étant open source, vous pouvez le récupérer, l'utiliser. Et si vous avez envie de vous installer une autorité de certification à la Let's Encrypt, faites-vous plaisir, Boulder est disponible. Il n'y a qu'à. Et puis il y a plein d'autres implémentations, plein d'autres. Il y a des clients qui sont écrits en Shell, JavaScript, Python, Go. Typiquement en Go, il y a Lego. Alors je vous invite éventuellement à aller voir la présentation de Trafic tout à l'heure. Trafic, c'est un reverse proxy écrit en Go qui sait gérer la terminaison SSL et qui le gère, enfin du moins la partie Let's Encrypt, qui le gère à l'aide de la librairie Lego, parce qu'il a intégré. Problème de chaîne de confiance, c'est quand Let's Encrypt est arrivé, comment ça se fait que du jour au lendemain, on l'a considéré comme une autorité de certification valide. Je vous rappelle, il faut que ça se passe bien, il faut que ça soit importé dans notre magasin de confiance. Si on ne l'a pas importé, typiquement, votre navigateur il va dire « c'est qui Let's Encrypt ?» Alors en fait, ça marche pourquoi? Parce que dès le départ, alors le schéma est tordu, on ne va pas s'étendre dessus, mais dès le départ, en fait, Let's Encrypt était lui-même signé, son certificat était lui-même signé par une autre autorité de certification qui a pignon sur rue, et qui est importée dans les navigateurs et dans les trust stores de toutes les machines depuis super longtemps. En l'occurrence, c'est Hidden Trust. Le principe de Let's Encrypt, c'est un protocole défi-réponse. Alors l'idée, c'est quoi? C'est qu'effectivement, on va aller demander une signature de certificat et Let's Encrypt va défier le demandeur de prouver qu'il contrôle bien le nom de domaine qui est derrière. Donc pour automatiser la vérification de domaine. Alors il y a 4 types de défis, je ne vais pas rentrer dans le détail, on va regarder un petit peu après celui qui correspond à HTTP, mais on pourrait aussi passer par un système DNS direct, du TLS SNI qui sert surtout pour les hébergements mutualisés, et l'out of bound qui est une espèce de, pas de backdoor, mais de quelque chose qui va permettre on va dire, d'étendre le système. Alors le principe c'est quoi? Alors là aussi, il va y avoir plein de certificats et de clés publiques et privées partout. Je vous préviens, ça part un petit peu en live. On a un client d'administration, par exemple un serveur web. Du coup, ce client d'administration, qu'est-ce qu'il va faire? Petit 1, il va créer une paire de clés, publiques, privées. Okay, et il va s'enregistrer
auprès de Let's Encrypt en disant ok, moi je suis l'administrateur qui contrôle le domaine exemple.com. Il va s'enregistrer et il va lui passer sa clé publique, histoire que Let's Encrypt en face puisse vérifier des signatures. D'accord ? Et il va garder jalousement sa clé privée, comme d'habitude. Du coup, Let's Encrypt va lui répondre en disant bah, tiens, je te défie de placer dans un serveur que tu contrôles, donc, puisque tu es derrière le nom de domaine exemple.com, de placer un fichier à un certain endroit, et puis tant que tu y es, tu vas me renvoyer un nonce, un petit adoctet, signé avec ta clé privée. Et si tu arrives à faire ces deux choses-là, ça me prouvera que tu es bien derrière le domaine exemple.com, donc on va pouvoir passer aux choses sérieuses. Donc effectivement, le client d'administration du serveur en question, donc certbot, dont je parlais tout à l'heure par exemple, eh bien il va effectivement placer un fichier à l'endroit qui va bien, derrière une URL de type https exemple.com, et puis il va retourner le fameux nonce signé avec sa clé privée. Et Let's Encrypt derrière va vérifier tranquillement tout ça, va accéder à https exemple.com, aller trouver ce qu'il espère bien attendre, ok c'est cool, ça marche bien, vérifier la signature du nonce avec la clé publique du client d'administration, puisqu'on lui a donné juste avant, quand il a ouvert le compte pour exemple.com, tout se passe bien, c'est super, c'est ok. Bon, mais t'es enregistré. Maintenant, on va passer aux choses sérieuses. On va pouvoir passer aux choses sérieuses. On va pouvoir vraiment passer à la signature de certificat. Donc ça, c'est la première étape requise. Et du coup, derrière, signature de certificat, on y va. C'est comme d'habitude, ou presque. C'est-à-dire que le client d'administration de mon serveur web va préparer une CSR, comme celle dont je parlais tout à l'heure, une Certificate Signing Request, qui, comme tous les Certificate Signing Requests, sont signés par la clé privée du serveur web. Là, c'est plus la clé privée du client d'administration. On est en train de parler de signer autre chose. Et qui va être contre-signé par la clé privée du client d'administration. Je vous avais dit tout à l'heure qu'il y a des clés un peu partout qui sont empilées dans tous les sens. Ben là, on est en plein dedans. Ce truc-là est contre-signé 2 fois. C'est reçu par Let's Encrypt qui va dire ok, je vérifie que pour exemple.com, j'ai bien un administrateur qui a été enregistré, je prends sa clé publique, je vérifie la signature de ce machin-là, de cette demande de signature, ok, super, tout va bien. Il vérifie donc comme ça toutes les signatures, aussi celle de la Certificate Signing Request, et puis il dit bah, ok, c'est bon, tout va bien. Tu es bien le client d'administration qui m'a prouvé être capable de contrôler exemple.com. Donc du coup, je te retourne ton certificat signé par moi. Signé par moi, Let's Encrypt. C'est le machin qui est là. C'est dire je retourne ce certificat signé par la clé privée de Let's Encrypt. Et là, ça y est, c'est bon. J'ai récupéré mon certificat. Il est valide pendant 90 jours. Il est signé par Let's Encrypt. Let's Encrypt est reconnu par les navigateurs et que sais-je. Tout va bien. Je vais pouvoir l'installer dans mon serveur web et mon serveur web va pouvoir commencer à servir du HTTPS, nickel. La révocation, c'est kiff-kiff, c'est pareil, c'est aussi automatisable. Le serveur d'administration dit oups, j'ai perdu la clé privée du serveur web. Ah, il faut que j'invalide mon certificat. Et du coup, il va faire une demande de révocation signée par sa clé privée d'administrateur du système. Let's Encrypt va dire ah ouais ok très bien, je te reconnais comme administrateur client d'administration de ce domaine-là. Donc je révoque ton certificat, je le mets dans ma CRL, je le publie sur mon serveur OCSP et tout va bien. Tout va bien, c'est-à-dire qu'un browser qui viendrait se connecter et à qui qu'on cherchera à gruger pourra se connecter au serveur OCSP et dire oups non ce certificat il est compromis.